Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un topo lecture qui aujourd'hui sera composé de 6 romans. On va avoir de la littérature belge du XXe siècle, de la littérature russe, de la science-fiction et un contemporain / essai. J'espère que tu pourras y trouver de chouettes idées. En tout cas, moi j'ai eu un petit peu de tout. J'ai eu des lectures mitigées et d'autres que j'ai vraiment beaucoup aimées. Je t'en parle tout de suite parce que je commence par Futur. Futur a été écrit par Dmitri Glukovski. C'est aux éditions Le Livre de Poche, bien qu'à l'origine il ait été édité chez La Talente et ça a été publié pour la première fois en 2013. Cet auteur, c'est aussi l'auteur de Métro 2033 que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas lu la suite, mais celui-là en tout cas m'avait bien plu, notamment grâce à l'ambiance, grâce à l'originalité du récit, parce qu'on se trouvait dans le métro. Et donc je trouvais déjà que c'était une idée intéressante et il avait vraiment bien mis son univers en valeur avec les différentes stations, avec différents systèmes politiques qui sont en place dans les stations. Et donc j'étais impatiente de découvrir ce roman-là. C'est un roman que j'ai présenté dans le cadre d'Avril autour de la SF. Et je vais tout de suite t'expliquer de quoi ça parle. Alors on est dans une dystopie / utopie. Au niveau de l'histoire, on se situe dans un monde où il y a près de 120 milliards de personnes. Ici on est plus particulièrement dans une ville qui est très peuplée. Et pourquoi est-ce qu'ils sont très peuplés? Eh bien parce que ils ont mis au point un vaccin contre la vieillesse, un vaccin qui permet l'immortalité, mais pas l'immortalité pour tout le monde évidemment, tu te doutes, c'est l'immortalité pour ceux qui ont les moyens de se payer ce vaccin. Donc, évidemment, avec 120 milliards de personnes et un vaccin contre la vieillesse, tout le monde ne peut pas avoir des enfants et donc la natalité est sévèrement contrôlée. Elle est contrôlée par des immortels. Ça va être le cœur du récit. Et ces immortels proposent aux parents qui ont un enfant, mais pour qui ce n'était pas permis, de procéder à un choix. Soit on tue l'enfant, soit eh bien, c'est le parent qui a 10 ans avec son enfant, mais qui après doit mourir. Et donc voilà, il a ce choix-là. Et donc, ben voilà, je te laisse un petit peu avec la suite parce que j'en dirai un petit peu plus, mais le cœur du récit, c'est vraiment ça. On suit un personnage qui est immortel. Donc on va un petit peu déjà en apprendre plus sur l'univers. On va un peu comprendre le rôle des immortels, comment est-ce que ça se passe dans la société. Et puis alors, bah, du coup, qui il est, comment est-ce qu'il en est arrivé là, comment est-ce qu'on devient immortel, et qu'est-ce qui va lui arriver dans l'histoire. Ça, je te laisse le découvrir, parce que c'est tout le sel de Futur. Au niveau de l'univers, justement, alors on a des détails sur certains aspects, mais pas sur tout. Alors on apprend certaines choses au niveau de la politique, on apprend certaines choses au niveau de la structure sociale, donc qui compose cet univers, mais pour moi, ça n'a pas été assez explicite. On reste un petit peu en surface alors qu'on a envie d'en apprendre plus. Maintenant, voilà, c'est suffisamment bien expliqué que pour qu'on puisse bien comprendre et bien s'immerger dans cet univers, mais ça aurait pu être plus développé. La politique globale, voilà, ça pour moi, comment est-ce qu'il a été possible de survivre avec 120 milliards de personnes dans le monde, tout ça, c'est pas du tout envisagé, on ne discute pas de l'environnement, voilà, on part du principe que c'est faisable, et on a quelques petites pistes, quelques petits éléments de réponse, mais là encore, c'est pas ce qui est cohérent ou ce sur quoi on met le focus. Donc voilà, si tu as envie de ça, bah, tu vas pas retrouver ce système-là, donc on va pas forcément avoir ces conséquences-là, ou comment est-ce qu'on en est arrivé à cette ville. Pour moi, ce roman, en tout cas, la force, on va dire que c'est l'écriture, parce que il y a quand même énormément d'action, énormément de dialogue, c'est très rythmé, on suit le protagoniste tout au long de son aventure, et c'est ça qui évidemment nous tient en haleine. Ça a été assez réussi malgré les 960 pages, parce que j'avais à chaque fois envie de savoir ce qui allait lui arriver, et je vivrais avec lui aussi, et puis j'apprenais petit à petit évidemment, grâce aux différents flashbacks, d'où il venait, qui il était et vers où
il se dirigeait, ou en tout cas pas à pas dans la société, mais j'apprenais à comprendre son monde finalement. Et en plus son monde et sa vie n'a pas été simple, donc c'est quand même assez dur ce qui lui arrive. Alors il y avait quelques longueurs, mais ça restait globalement assez enthousiasmant que pour avoir envie de continuer. Ça passait assez vite. Pour moi, la grosse difficulté de ce texte, c'est le personnage principal, justement, parce que il est raciste, violent, homophobe, sexiste. J'en oublie encore certainement, parce que ce personnage bien sympathique avait plein de petites caractéristiques qu'on adore. Et puis, vraiment, j'étais assez mal à l'aise, parce que dès le départ, on a des scènes et des réflexions de ce personnage. Alors évidemment, ça arrive souvent de suivre un personnage antipathique. C'est le cas ici. Même s'il va apprendre et évoluer, je suis restée quand même avec un sentiment, un petit peu que l'auteur était en accord avec ce qu'il disait. Et c'est un petit peu ça, en fait, mon malaise. C'est que j'ai pas su me détacher de est-ce que c'est uniquement le personnage qui véhicule ses idées ou est-ce que c'est aussi l'auteur. Alors, j'espère bien que ce n'est pas l'auteur. Je ne le connais pas, je ne sais pas du tout ses intentions. Il n'empêche que dans le récit, ce n'était pas condamné ou on ne remettait pas en question non plus. Et l'évolution du personnage a été clairement présente, il a évolué, mais pas suffisamment que pour remettre en question non plus ces actes-là. Et comme les attitudes des femmes par la suite, ou bien ces réflexions sont... oui, il n'y a pas de remise en question en fait. Donc voilà, ça m'a posé clairement question, j'étais mal à l'aise. Et ça a été le gros point négatif de ce livre, parce que ça va de pair aussi avec la représentation féminine. Très souvent, je peux faire abstraction de la représentation des femmes, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps des héroïnes, on peut aussi avoir un monde avec des hommes, ou avec un monde dans lequel les hommes sont les héros, ce n'est pas la question, mais ici, le rôle des femmes était clairement interpellante, et leur réaction par rapport à ce qui leur arrivait était plus qu'interpellant aussi, et ça, j'ai trouvé finalement utile d'en parler. Alors, donc ça c'est le gros point négatif. Maintenant, outre l'action, qui est fort présent, et l'univers qui est quand même assez sympathique, il y a de nombreuses questions qui sont abordées dans le roman. On parle de la parentalité, bon, un petit peu. On a la question de savoir ce que ferait l'humanité si elle avait à disposition l'immortalité. Il y a la question du pardon aussi, qui est fort présente dans le livre. La question des rancœurs, des traumas qu'on peut avoir dès qu'on est petit, et voir comment est-ce qu'on peut se développer malgré ces traumatismes. Comment est-ce que ces traumas se manifestent quand on est adulte. Alors tous ces aspects sont assez psychologiques et intéressants, mais ce n'est pas non plus abordé de manière très développée, c'est abordé de manière succincte, mais elles sont présentes tout au long du récit. Il y a évidemment le fait qu'on change grâce à l'apprentissage ou en tout cas la rencontre d'autres personnes, qui était aussi intéressant. Ces réflexions ou ces thématiques sont aussi abordées dans les 100 dernières pages, et ça je trouvais ça un petit peu dommage parce qu'il y a quand même près de 1000 pages, et donc avoir ces éléments de réflexion sur les dernières pages, bon, bah voilà, on aurait peut-être pu en distiller un petit peu plus dès le départ, mais voilà, comme je le disais, le rythme était assez bon, et donc finalement, c'est venu rehausser, parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces thématiques abordées sur la fin du livre, je n'aurais pas du tout apprécié ma lecture, mais là, c'est venu vraiment remonter le niveau, ou en tout cas mon sentiment en tant que lectrice et mon sentiment sur le livre. Au final, c'est le personnage qui a péché, le fait que les univers et le système politique n'étaient pas très fouillé, et l'évolution du personnage qui aurait pu l'être un petit peu plus aussi. Voilà, ça reste une lecture moyenne bonne, j'ai envie de dire, et je suis contente voilà, de l'avoir faite. Hein. Je ne regrette de toute façon jamais aucune de mes lectures. Ici, c'était un moment qui était relativement plaisant. Voilà pour le premier livre que je te présente aujourd'hui. 2 salles, 2 ambiances, parce qu'ici, évidemment, pas du tout le même ressenti de lecture. On est avec L'Aube. L'Aube a été écrit en 1987 par Octavia E. Butler. On est aux éditions Au Diable Vauvert. Je voudrais te renvoyer à une vidéo qui a été faite par l'Olifant. Elle nous explique avec plein de détails, beaucoup de passion et d'intérêt la vie d'Octavia Butler, et c'est vraiment cette vidéo qui déjà m'a fait découvrir l'autrice et qui m'a donné envie de lire ses différents romans. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue. J'ai lu Liens de sang et j'ai lu La parabole du semeur et La parabole des talents.
que j'ai vraiment adoré. Octavia E. Butler est dans mes autrices préférées. Et à chaque fois que je lis un livre d'elle, j'ai à chaque fois ce même sentiment que je vais essayer de te partager. Et voilà, si je peux donner l'envie à quelques personnes de la découvrir ou de se lancer également dans ce tome, ben, j'en serais super contente. Au niveau donc de l'histoire, parce que je blablate, mais je n'ai pas encore expliqué de quoi parlait l'Aube. Donc ici on est sur un premier tome, puisque c'est une trilogie. On est avec Lilith, qui est le personnage principal. Elle se réveille un jour et elle se rend compte qu'elle est enfermée. Et on lui pose des questions. Où est-elle? Qui lui pose ces questions? Pourquoi est-ce qu'on les lui pose? Ce sont forcément ces réflexions et les questions qu'on suit avec elle dès le début de ce récit. Et puis très vite, je ne spoil pas grand-chose, mais dans les premières pages, après toutes ces questions, elle se rend compte voilà, qu'elle se réveille, qu'elle ne sait pas très bien d'où elle vient. Il y a un extraterrestre, entre guillemets, qui apparaît et qui commence à échanger avec elle. Il continue à lui poser des questions et il lui propose de pouvoir sortir de l'endroit où elle est enfermée, à la condition qu'elle s'habitue à lui, qu'elle ose le toucher, lui parler normalement sans avoir peur. Or, même si on le comprend et qu'il discute, son apparence physique est assez repoussante, en tout cas pour Lilith, puisque il a, alors je n'ai plus tout le détail de son apparence physique, mais il a des tentacules sur son visage, et donc évidemment ça crée beaucoup de peur chez Lilith. Alors, comme ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est un peu le prétexte de plein d'autres choses. Je pense que même si on n'aime pas la science-fiction, honnêtement, ce livre vaut le coup parce que là aussi, c'est la rencontre avec quelqu'un d'autre, mais on n'est pas dans du jargon de science-fiction. On pourrait s'imaginer être sur alors, dans un monde actuel, peut-être pas, parce qu'effectivement, il y a toute une peuplade, et donc cette personne l'extraterrestre, a évidemment une famille, des amis, enfin je veux dire, il a tout son peuple, et ce n'est pas les mêmes que nous, donc évidemment on est dépaysés et on lit quelque chose totalement imaginaire, mais ce livre est tellement génial, fourni, et amène tellement de réflexions, que ce serait dommage de s'arrêter à ça. Alors, c'est pour moi un tome vraiment excellent, elle commence d'une manière assez forte. Il y a un rythme que j'ai trouvé parfait, pour le coup je ne me suis jamais lassée, tout s'enchaînait à merveille, et on ressent directement la profondeur du récit, parce que, pour moi, ça mêlait plusieurs niveaux de lecture. On avait vraiment l'histoire primaire, et puis on avait toutes les réflexions qui étaient amenées, et pour moi, et les métaphores ou les analogies avec d'autres points qu'on peut assez vite comprendre, parce que c'est assez lisible, et bien fait, en fait. On retrouve quoi? On retrouve dans les grands thèmes la peur de l'étranger, je pense que ça, on peut le comprendre assez vite, vu la thématique. On a également le fait de ne pas avoir confiance dans l'autre. Est-ce qu'on peut avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas? On a beaucoup d'éléments qui concernent les dynamiques sociales, les dynamiques individuelles dans le cadre de l'adaptation, les dynamiques en groupe, mais aussi tout ce qui est au niveau plus psychologique de la question de l'identité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rester humain si on subit des changements génétiques? Jusqu'à quel point on peut se révolter alors que la colonisation ou ce qu'on veut nous imposer a été fait dans un but salvateur. Et je trouvais que c'était très habilement mené, ça aussi, parce que c'est pas noir ou blanc. Le fait de se faire coloniser, forcément, on peut pas vraiment dire que c'est positif, mais quand c'est comme ça pour nous aider dans le cadre de cette histoire, eh bien ça pose question. Et c'est difficile d'y répondre. Lilith est noire, et donc il y a également ce symbole de la lutte, de la révolte, qui est intéressant et qui amène un plus dans le récit. Et Lilith est un personnage qui est aussi très attachant et très, très intéressante parce qu'elle se pose des questions, elle est intelligente, elle est indépendante, elle a ses failles et ses peurs, et donc on l'accompagne tout au long de son apprentissage et de sa découverte de ce monde-là, et de comment est-ce qu'elle va pouvoir sortir son épingle du jeu dans ce monde-là, et puis qu'est-ce qui va lui arriver, évidemment. C'est un premier tome, et c'est pas du tout rien qu'introductif, donc je trouve que c'est vraiment une prouesse, ce premier tome. Et déjà rien que ça, on se dit, oh là, ça peut envoyer du lourd la suite. Il y a plein de psychologie dans les analyses, plein de finesse aussi, c'est très nuancé, et ça suscite plein de réflexions. Honnêtement, j'ai adoré ma lecture, et j'ai hâte d'enchaîner avec le tome 2, et j'espère que ce sera à la hauteur de ce premier tome. Tu l'as compris, évidemment, je conseille très fortement ce tome 1, en tout cas moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié.
J'espère que la suite sera à la hauteur de mes espérances. Le troisième livre du jour, c'est Le parfum des fleurs, la nuit, qui a été écrit par Leila Slimani. C'est dans le cadre d'une nuit au musée. Là, elle a été une nuit à Venise, au Punta della Dogana, avec un merveilleux accent, mais je ne vais pas la refaire. Donc le principe, ce sont des artistes. Je ne sais pas s'il n'y a que des écrivains. Il y a eu Lola Lafont, là, c'est Leila Slimani. Je ne sais pas, je pense qu'il y a eu d'autres personnalités. Ils sont enfermés pendant une nuit dans un lieu culturel. Ici, c'est donc dans ce musée à Venise. Et suite à cette expérience, sort un récit. Et donc ici, c'est Le parfum des fleurs, la nuit. Mais évidemment, ce n'est pas une histoire parce que ça va être l'occasion de lire les différentes réflexions que Leila Slimani a eues pendant cette nuit. Elle commence par nous expliquer quels sont ses process d'écriture. Elle nous explique comment finalement elle en est venue à accepter d'aller dans un musée, se faire enfermer, alors qu'à la base elle n'était pas super favorable à cette expérience. Elle s'interroge sur son rapport à l'art, hein, forcément, puisqu'on est dans un lieu d'art. Le sens de l'art contemporain aussi. Qu'est-ce qui fait l'art? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est le spectateur et son œil sur une œuvre? Et puis alors, elle va également visiter les différentes pièces, les différentes installations et nous expliquer ce qu'elle ressent, ce à quoi ça lui fait penser et les différents liens avec sa vie. Du coup, en vrac, parce qu'évidemment, certaines choses m'ont marqué, d'autres un petit peu moins, elle va parler des réflexions sur le fait d'accepter de se faire enfermer ou alors la liberté qui est en soi. Et donc, est-ce que se faire enfermer est un acte contre la liberté ou non? Elle va parler d'un des objectifs de l'art qui est aussi de se rappeler de certaines choses, de se rappeler de combats qui ont été menés. Alors, je trouvais qu'elle allait dans pas mal de directions. Parfois, ça manquait un petit peu de jusqu'au boutisme. Dans le cadre de ses pensées ou de ce qu'elle voulait exprimer. Et donc, elle papillonne, elle passe vraiment de sujet en sujet, mais c'est un court récit, donc ça ne permet pas vraiment de creuser très fort un seul sujet, mais de balayer un petit peu large ce qu'évoquent les différentes installations et son expérience. Elle revient aussi sur son passé. Son père a été emprisonné à un moment de sa vie et elle explique que parfois elle aurait voulu prendre sa place et se faire enfermer à la place de son papa. Elle parle que le fait d'écrire peut aussi réhabiliter et montrer finalement les vérités ou s'approprier les vérités et que l'écriture, ça peut aussi nourrir la vie intérieurement et qu'on peut s'imaginer le passé et se réinventer un petit peu tout ça. Donc voilà, tu l'auras un petit peu compris, hein, le style a été assez introspectif, bien que classique. J'ai pas trouvé que c'était forcément très poétique, mais ça se lit vraiment très bien et on est très dans les réflexions et dans l'intimité des pensées de Leila Slimani. On sent aussi sa culture parce que tout au long du texte, c'est truffé de petites références culturelles et de citations. Voilà, pour moi, c'est une lecture qui a été bonne, mais sans plus. Je reste assez mitigée parce qu'elle me laisse finalement peu d'impact. J'ai lu il y a quelques semaines et je n'ai pas grand chose en tête par rapport à ce texte. Mais par contre, quand on apprécie l'écrivaine, je pense que ça nous permet de se rapprocher de ce qu'elle est, de mieux la connaître, même si c'est par petites touches. D'autant plus qu'elle est d'une double culture, et ça aussi elle l'évoque à plusieurs reprises. Donc vraiment, on apprend des petits bouts de sa vie, de son passé, et de ses réflexions, et de ce qui l'anime. Donc ça reste évidemment intéressant pour ça, surtout quand on aime bien l'autrice. Mais finalement, je suis restée un petit peu à distance du texte, ce qui fait que c'était une bonne lecture, mais sans plus. Voilà, je t'invite à te faire ton propre avis comme d'habitude, si je dois encore le dire, mais je préfère le dire une fois de plus que pas assez. J'enchaîne avec Les choses immobiles de Michael Rock. Ça a été écrit en 2023 et c'est aux éditions Mnemos dans la collection Mu. Et là, c'est un service presse que j'ai reçu en version EPUB pour ma liseuse. L'auteur est français. Au niveau de l'histoire, on est avec Charles. Alors, Charles vient habiter chez son frère à la Martinique parce que leur père est décédé. Et donc, il vient pour essayer de voir comment dépasser ça et vivre sa vie finalement sans son père et apprendre à vivre avec son frère.
Ça, c'est pour la petite histoire. Ici, dans Les choses immobiles, on a également une grande histoire. Alors, on est dans un récit qui est d'anticipation, mais vraiment dans un futur très très proche. On est dans quelques années plus tard que maintenant. La Martinique est en plein... Il y a plein de combats à la Martinique. Ils n'ont pas tous accès à l'eau potable, donc il y a beaucoup de révoltes. Et il y a aussi des révoltes et un mécontentement du peuple parce que la Martinique est colonisée. Ils ne sont pas du tout indépendants. Donc ça, c'est au niveau de la grande histoire, ce qui est déjà hyper intéressant. Au niveau d'une grande thématique, c'est la question de l'identité, parce que Charles est d'une double culture. En plus, il ne vient pas de ce pays, il est exilé, donc il revient, il doit se réapproprier, voir s'il peut trouver sa place dans ce pays, trouver sa place avec son frère et trouver sa place en tant qu'individu. Donc c'est plein de questions identitaires et c'est principalement ça, je trouve, qui ressort et la force du texte. Et l'autre force du texte, c'est l'écriture. Il y a 2 niveaux de récit, donc c'est composé déjà de petits chapitres. C'est pas du tout un récit linéaire et ce n'est pas découpé en chapitres qui nous font avancer dans l'histoire. Et donc tout au long de ces paragraphes, il y a des récits en je ou en tu. C'est parfois les deux sont présents parfois dans certains paragraphes. Où là, on est évidemment proche du parler. On a quelques mots même créoles, donc c'est assez... chaque fois, c'est un petit peu interpellant. Et ça, c'est un style que j'ai envie de dire assez organique. Ensuite, on a un autre style à la 3e personne. Et là, c'est beaucoup plus soutenu et beaucoup plus poétique aussi. Donc, on a vraiment cette alternance qui est super intéressante. Et clairement, je lisais, je me disais, ok, il y a un style littéraire, c'est indéniable. On le sent et on le lit. C'est juste frappant. C'est très brut aussi, donc l'un des styles est très brut, avec des mots d'argot, des phrases familières, mais en même temps, on sent que c'est travaillé. C'est pas juste de l'argot pour l'argot, donc c'est vraiment bien tourné. Et c'est chaque fois mêlé avec des phrases beaucoup plus poétiques. Donc on passe de l'un à l'autre, ce qui est assez déconcertant. Je dois dire que le roman est assez court. C'est très déconcertant parce que on alterne et on passe de l'un à l'autre sans avoir toutes les clés. On peut se perdre. L'écriture est accessible, hein, on comprend, mais comme on n'a pas les clés de l'histoire, avec ces différents récits, voilà, c'est pas évident, il faut un petit peu s'accrocher. Et comme je le disais, l'histoire n'est pas linéaire non plus. Donc on passe d'un personnage à un autre, on passe d'un lieu à un autre, on a des timings différents. Donc c'est un roman qui est très spécial à ce niveau-là et qui ne donne pas les clés. On doit vraiment parfois relire certains passages pour comprendre, pour être sûr d'avoir compris. Et surtout, on met bout à bout les différentes infos qu'on a reçues pour en faire une histoire et un contexte cohérent qu'on arrive à comprendre. Donc dans ce livre, clairement, il y a une patte, il y a une originalité, il y a un propos aussi. Voilà, je pense que c'est pas si évident parce que c'est un livre que je relirai. Je pense que là aussi, quand on a lu et qu'on comprend le texte, ça vaut la peine de relire depuis le début pour s'assurer que tout a bien été compris, parce que je suis sûre d'avoir loupé certaines infos, forcément, puisque je n'étais pas au clair avec l'histoire et avec le futur de Charles. Donc voilà, c'était assez perturbant d'avancer et de se dire à la fin, ben, finalement, est-ce que j'ai aimé ou pas, parce qu'on est tout le temps sur cette question. Je crois que oui, et ça me reste bien en tête. Donc c'est un livre qui donne un impact, qui permet une belle expérience de lecture aussi, une belle, intéressante expérience de lecture, et c'est pour ça aussi qu'on lit, c'est pour essayer de sortir de sa zone de confort. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça. Quand je suis un peu titillée aussi, j'aime bien être dans ma zone de confort et lire ce que j'apprécie et ce qui me donne beaucoup de plaisir, mais j'aime également découvrir et avoir cette curiosité-là de tester autre chose, et là, honnêtement, on n'est pas déçu. Il y a par contre certaines scènes sexuelles qui sont assez explicites, et donc ça, il faut le savoir si on a moins de 18 ans. C'est pas non plus tout le récit, mais il y a quelques passages. Donc voilà, je termine sur ça, mais en gros, vraiment, c'est une très bonne lecture. L'avant-dernier livre de ce topo, c'est La Comtesse des Digues de Marie Gevers, aux éditions Espace Nord. Ce livre a été écrit en 1931, et donc Marie Gevers est belge. Ici, c'est son premier roman en plus, et Marie Gevers est flamande, mais elle écrit en français. Elle est née en 1883, et c'est la maman de Paul Willems, qui a écrit Blessures notamment. Ce livre, du début jusqu'à la fin, nous enveloppe. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu à la lecture de ce roman. Il nous plonge dans la vie de Suzanne, qui est l'héroïne,
au moment du décès de son père. Son père est comte des Digues, il a tout appris à Suzanne et ils ont vécu à deux. Suzanne est donc très indépendante parce qu'elle a eu cette possibilité-là. Elle aime se promener, elle connaît la digue comme sa poche. Elle vit pour l'Escaut, pour ses digues et pour ses promenades, pour cette vie-là. Mais est-ce qu'elle pourra poursuivre cette vie? Parce que eh bien, être comte des digues, c'est normalement une fonction pour les hommes. Suzanne est seule, et donc est-ce qu'elle va pouvoir continuer à vivre indépendamment d'hommes? L'écriture déjà, parce que j'ai envie de commencer par ça, est super délicate. Si je lis le deuxième chapitre, en tout cas le début, ça donne la première impression de Suzanne en rentrant dans la chambre mortuaire fut que son père aurait froid sous ce mince drap blanc, et son premier instinct fut de poser un édredon sur ses pieds rigides. Elle lui évitait depuis 4 ans ce froid qui lui chassait le sang vers la tête, puis elle se dit qu'il était glacé pour toujours, et elle comprit que pour elle-même commençait une vie toute différente. Si elle devait à son père sa vie d'enfance et d'adolescence, la disparition de son père la plaçait dans une existence pleine de responsabilités et d'embûches. Voilà, ça donne le ton parce que c'est une écriture qui est très simple mais très fine, très délicate. Et voilà, j'ai adoré la manière dont c'était écrit. J'ai été plongée, comme je le disais, tout de suite dans le roman pour en ressortir avec le même sentiment à la fin. Donc déjà rien que ça, c'est une super expérience. L'écriture permet aussi de bien donner le cadre. Donc on est évidemment dans les pensées de Suzanne, mais on est aussi avec les mœurs de l'époque, et on est aussi dans cette nature avec les polders, avec l'Escaut, les digues et tout cet univers-là. C'est jamais ennuyeux, les paysages défilent, Suzanne est super attachante aussi. Petit à petit, Suzanne se dévoile et on s'immerge, comme je le disais, des mœurs de l'époque, les impacts des ragots, le besoin qui est attendu qu'une fille se marie, la difficulté pour une femme de s'émanciper. Donc ce sont des questions éminemment importantes, mais en plus, il y a une jolie histoire d'amour, en tout cas une histoire d'apprentissage sur ce qu'est l'amour. J'ai vraiment adoré cette lecture aussi, vraiment j'étais super contente de cette découverte. D'ailleurs, je peux remercier Adoria puisque c'est elle qui en a fait une vidéo. Je ne connaissais pas cette autrice et donc quand à la foire du livre j'ai vu que Mary Gevers était disponible sur le stand d'Espace Nord, j'y suis allée et je l'ai pris parce que j'avais envie de découvrir et je ne suis pas du tout déçue, au contraire, franchement c'était très très beau comme lecture et très plaisant. En plus, si je dois donner un petit mot sur l'édition, il y a à la fin des éléments biographiques, une chouette postface, et on a aussi des petits éléments biographiques de Mary Gevers. Donc voilà, ça ne gâche rien parce que on peut prolonger la lecture avec des informations un peu plus fournies sur la vie, sur l'écrivaine en elle-même. Et donc voilà, ça prolonge ce plaisir de lecture. Voilà, et là j'espère que ça t'a donné envie de découvrir cette autrice et ce roman dont on ne parle pas assez, je trouve. Et je termine le topo du jour avec un livre de Pouchkine, Eugène Onéguine, chez Folio Classique. Là, on est donc dans la littérature russe, publié en 1833. C'est un long poème en vers, parfois en rime et parfois pas. C'est composé de strophes de 14 vers et il y a 8 chapitres. Et pour la petite anecdote, chaque chapitre a été publié l'un après l'autre. Donc comme il a fallu près de 8 ans à Pouchkine pour tout publier, eh bien les lecteurs parfois devaient attendre plusieurs mois, voire années, entre 2 chapitres. Nous aussi, on a eu de la chance parce que voilà, on peut le lire d'un coup et c'est assez agréable. Donc voilà, mais je trouvais ça assez marrant de le savoir. De quoi parle Eugène Onéguine? Eh bien, c'est l'histoire de plusieurs jeunes gens russes qui s'aiment et qui vont débuter ou non une histoire d'amour. On suit Eugène, qui a connu les plaisirs de la vie, mais qui à un moment s'en est lassé. Et donc on suit ces histoires d'amour, mais donc avec son rapport un peu de lassitude par rapport aux femmes et aux plaisirs de la vie, versus d'autres jeunes gens qui, eux, sont
en pleine découverte, qui ne sont pas du tout lassés et qui vivent pleinement leurs sentiments et leur amour. Là aussi, je ne peux pas vraiment t'en dire plus, là il faut découvrir parce que ça se lit très rapidement et c'est pas un roman qui se veut tout plein de péripéties et de choses à expliquer. Il faut se lancer dedans et découvrir petit à petit ce qui arrive aux différents protagonistes. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai déploré pour une fois le fait de ne pas parler russe, de ne pas comprendre, de savoir lire le russe, parce que j'aurais adoré le lire en russe. Je trouvais qu'au niveau de la traduction, ça coulait. C'est vraiment le mot qui me venait. C'était très bien écrit / traduit. Et le choix du traducteur faisait que le rythme était vraiment, vraiment très, très, très bon. Les héros aussi font preuve de plein de grands sentiments. On est parfois dans l'exaltation, de la passion, de la mélancolie, de la tristesse. Voilà, c'est gai de retrouver aussi des sentiments puissants. C'était très divertissant et c'était aussi truffé de références russes, mais pas que. Et ces références sont expliquées. C'est comme ça qu'on sait les repérer, parce que sinon c'est impossible quand on ne connaît pas cette culture. Mais cette édition met bien ça en avant et donne les clés pour comprendre certaines subtilités du récit. Et c'était également très chouette de pouvoir nous immerger dans les mœurs de l'époque, de la Russie, de Pétersbourg, enfin de Saint-Pétersbourg, et de cette époque et de ses codes aussi. Enfin, en tout cas, ce topo se termine avec cette très très bonne lecture aussi. C'en est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Pour ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne depuis peu, parce que je trouve ça vraiment génial à l'heure où je parle. On est presque 600, je trouve ça complètement fou. Donc voilà, j'ai commencé il y a peu et je trouve ça vraiment génial de pouvoir partager avec autant de personnes ce que j'aime faire le plus au monde. Mais comme je l'ai déjà dit très souvent, ce qui est vraiment encore plus agréable, c'est de pouvoir échanger avec les gens qui suivent, qu'ils aient apprécié ou non les différents livres qui sont évoqués. Et puis voilà, j'aime beaucoup également lire les différentes recommandations et tout ce que vous avez envie de partager d'ailleurs. Donc ne vous privez pas, parce que moi j'adore. Et c'est pas obligé d'être élaboré, vous pouvez aussi faire juste un petit emoji, il y en a certains qui le font, et je trouve ça génial en fait, rien que ça, de voir que vous participez et de voir que je n'ai pas parlé toute seule. Enfin, en tout cas la première partie ici, mais qu'à partir du moment où on regarde, on a envie d'échanger et de communiquer un petit peu sur ce qui a été entendu. Je te dis à bientôt, et évidemment que le plaisir de lire soit avec toi.